Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a des pays qui commentent la mondialisation et puis il y a ceux qui la dessinent. Il y a ceux qui parlent du Maroc et puis il y a ceux qui regardent les chiffres. 5 milliards de dollars investis, dont la moitié déjà engagée par le privé. Un terminal GNL de 5 milliards de mètres cubes par an, soit l'alimentation électrique annuelle de plus de 6 millions de foyers et jusqu'à 12 millions de conteneurs à terme. Avec Nador Westmed, le Maroc ne construit pas seulement un port, il construit une position. Après Tangemed, ce n'est pas une répétition, c'est une montée en gamme. Une Méditerranée assumée, une souveraineté énergétique affirmée et un territoire longtemps périphérique qui devrait et qui devient central. 51 milliards de dirhams investis donc, des géants internationaux qui s'installent. Le premier terminal GNL du royaume va voir le jour. Mais surtout, une méthode. Voir loin, connecter le local au global et faire de l'infrastructure un outil de dignité économique. Quand Sa Majesté le roi Mohammed VI insiste sur la formation des jeunes, sur l'impact territorial, sur la qualité de vie autour du port, le message royal est clair. Le développement n'est pas qu'une affaire de grue ou de quai, c'est une affaire d'humain, de compétences et d'équilibre. Dans une région méditerranéenne marquée par l'instabilité, le Maroc avance avec constance, sans bruit et son slogan, mais avec stratégie et méthodologie. Nador Westmed, ce n'est pas juste donc un port de plus, c'est une preuve de plus que le Maroc ne subit pas les recompositions régionales, il y prend part, il y prend place et parfois les anticipe. Et je voudrais à ce propos citer cet extrait du discours de Sa Majesté, discours du trône du 29 juillet 2019. Je cite Sa Majesté le Roi, « Nous accordons une importance particulière au développement économique et social ainsi qu'à la réduction des disparités spatiales et sociales afin que le progrès profite à tous les citoyens dans toutes les régions du royaume. » Fin de la citation royale. J'accueille pour cet épisode de Questions d'actu le directeur général Nador Westmed, Mohamed Jamal Benjeloun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec nous aussi l'expert international en énergie, Larbi Wasrine. Bonsoir, toujours un plaisir de vous accueillir. C'est partagé Khadija, bonsoir à vous, à tous les téléspectateurs de Média TV. Merci, Mahbabik. Et avec nous également, puisqu'il s'agit de développement territorial, il est économiste spécialiste des politiques territoriales de développement. Tariq Ardine, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau une nouvelle fois. Bonsoir Madame Ehsan, merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'actualité, hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Casablanca une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador Westmed. Et c'est en perspective du lancement opérationnel de ce port durant le 4e trimestre 2026, donc cette année. Nador Westmed, un mot, Monsieur Benjeloun, sur l'état d'avancement de ce projet ainsi que les réalisations à date. Merci d'abord pour votre invitation et merci de m'avoir offert cette opportunité de présenter un petit peu cet état d'avancement et de partager avec vous ce qu'on en est aujourd'hui. Avant de parler des chiffres, il faudrait peut-être juste préciser ou repréciser ou confirmer que le projet de Nador Westmed n'est que la continuation de la concrétisation de la vision éclairée de Sa Majesté pour le développement d'une infrastructure portuaire nationale au niveau mondial et au niveau, disons, le plus performant. Cette vision avait commencé en concrétisation par le projet de Tangemed, qui en quelques années a su s'imposer en tant que principale plateforme au niveau méditerranéen et africain, avec une grande capacité d'offres. Aujourd'hui, Nador Westmed vient dans la continuité de cette vision, dans la continuité de cette, disons, de renforcement de la position du Maroc au niveau de la Méditerranée occidentale et bien évidemment au niveau du l'échiquier du commerce international mondial. Et il vient avec 2 ou 3 ajouts. Le premier, c'est d'abord en renforçant l'offre Maroc du transbordement, puisque on démarre avec, Inch'Allah, à partir de la fin de cette année, en offrant une capacité supplémentaire en conteneurs de 5 millions de conteneurs. Bien évidemment, ça, si je parle de 2000 au démarrage, avec un potentiel additionnel de 12 millions pour arriver à 17. 17 oui. La deuxième chose, c'est une diversification de l'offre Maroc.
puisque le port, le projet Nord-Ouest Med n'est pas uniquement transbordement des conteneurs, mais il vient avec une diversification en offrant aussi une plateforme ou un hub énergétique, avec la réalisation ou la capacité de 25 millions de tonnes annuellement, qui s'ajoute ou qui accompagne une grande capacité de stockage potentiel qu'on peut réaliser. Troisième point, et ce qui est aussi très important, c'est que dans cette diversification, le port de Nord-Ouest Med vient pour offrir au Maroc son premier terminal de GNL, premier point d'entrée du gaz liquéfié naturel au Maroc, en dehors des pipes GME qui existent. Donc ces trois projets-là s'accompagnent avec des infrastructures énormes, puisqu'on parle à cette phase de presque 5,4 km de digues de protection, de presque 4 km de quais, avec des quais les plus profonds aujourd'hui au niveau national, et avec, comme je dis, 3 postes pétroliers avec des grandes capacités. Vous avez parlé des hydrocarbures de 25 millions de mètres cubes, des GNL de 5 milliards de mètres cubes par an, des conteneurs de 5 millions de VP, mais il y a aussi toute la partie marchandise générale, tout ce qui est aussi vrac spécialisé et tout ce qui est roulier, c'est-à-dire voitures et camions. En parlant de ces infrastructures, M. Benjeloun, comment le CAPEX global du projet a été structuré et phasé ? Le CAPEX global de ce projet, comment a-t-il été structuré et surtout phasé ? Parce que vous avez parlé donc, du démarrage avec des objectifs chiffrés de démarrage, puis dans un troisième lieu. Le projet Nord-Ouest Med, c'est un projet qui est monté en Finance Projects. Donc, c'est-à-dire, nous sommes une société, bien sûr, c'est une société de l'État à 100%, mais c'est reste une société qui a un capital et qui fait appel à la dette pour monter un projet, et dont la dette doit être remboursée par les recettes et par les revenus du projet. Donc, voilà un petit peu le montage financier. Nous avons aujourd'hui dans la société 4 principaux actionnaires publics qui sont par ordre d'importance. Dans le capital, c'est l'État, le fonds Hassan II, la société Tangemed et l'ANP. Et puis, au fur et à mesure du développement du projet, on mobilise les fonds qu'il faut, que soit par augmentation de capital, soit par appel à la dette, qu'elle soit dette concessionnelle ou que ça peut être aussi une dette locale, c'est-à-dire nationale, par emprunt obligataire notamment. Et avec l'implication aussi du secteur privé, parce qu'on l'a vu, 51 milliards de dirhams, dont 20 milliards ont été engagés par le secteur privé. Je parle des investissements publics, bien évidemment. Je parle de développement des infrastructures portuaires. Parallèlement à cela, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que nous avons, parallèlement au port, toute une infrastructure industrielle qui est composée d'une zone industrielle, d'une zone logistique et d'une zone de stockage, avec un démarrage à la fin de l'année qui a concomitamment avec la mise en service du port de presque 700 hectares. Et cette zone industrielle, elle a déjà commencé à recevoir des investisseurs qui commencent à s'installer, qui ont construit leur usine, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont en démarrage. Et ces investissements aujourd'hui privés, qu'ils soient des investissements maritimes ou industriels, à date d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 20 milliards d'investissements privés, qui s'ajouteraient aux 31 milliards de dirhams publics. 20 milliards de dirhams avant même la mise en service du projet, ça ne peut signifier qu'une seule chose. C'est la confiance que les investisseurs internationaux dans des différents domaines maritimes, portuaires ou industriels, dans l'écosystème marocain, dans le Maroc en tant que pays réceptacle d'investissement et pays offrant du développement aux différents investisseurs et aux différents secteurs. Et je pense que l'exemple de Tangemed est vraiment un cas d'école en ce qui concerne l'attrait des investissements, notamment industriels, autour d'un hub portuaire tel que celui de Tangemed. Effectivement, vous avez l'appétit vient en mangeant.
Donc, plus il y a des investisseurs, plus ces investisseurs sont satisfaits, plus ces investisseurs constatent que le Maroc a un vrai potentiel, un vrai savoir-faire, une vraie expérience, il offre quelque chose qui permet aux investisseurs de se développer, plus nous aurons des investisseurs encore de plus en plus grands. Quand on avait commencé au niveau de Tanger, on avait des Tanger Med, on avait commencé par des investissements d'une certaine taille. Et puis, c'est vite augmenté à des investissements genre Renault ou autres. Et aujourd'hui, les investissements qui sont au niveau... Il y a des rumeurs que Renault pourrait peut-être aussi s'installer autour de Nador Westmed. Il y a certaines rumeurs qui disent ça. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur... je retiens cette hub énergétique que vous avez évoquée, Sibn Jelloun. Je voudrais m'arrêter sur cela avec vous, Albi Ouassrine, en tant qu'expert en énergie, et notamment en hydrocarbures. D'abord, le GNL, qu'est-ce que c'est ? Pour faire un peu de pédagogie aussi, pour le grand public, on parle d'un terminal de 5 milliards de mètres cubes par an. C'est quoi concrètement, notamment d'abord pour notre sécurité énergétique du Maroc? Oui, juste à titre de complément par rapport à ce qu'on a dit, c'est qu'au départ, le port de Nador Westmed allait être exclusivement un port énergétique. C'était au complément au projet initial de Tanger-Med. Mais après, effectivement, il y a cette dimension transbordement des conteneurs qui a été ajoutée. Pour revenir à votre question sur la partie énergétique, le Maroc a tracé une feuille de route énergétique de le gaz aujourd'hui considéré comme un atout principal, comme une dimension très importante dans notre sécurité énergétique nationale. Avant, chose qui n'était pas le cas par le passé, parce que si on regarde aujourd'hui sur notre mix énergétique, il y a tout ce qu'on appelle les hydrocarbures liquides, notamment le diesel, le fioul, le super. Et puis il y a une grande partie qui est prise par le charbon. Pour toute la partie production énergétique aujourd'hui électrique au Maroc, il faut avoir à l'esprit que l'énergie produite à partir du charbon aujourd'hui constitue aux alentours de 62% de notre mix électrique, ce qui est important. Mais avec la volonté qui est affichée un peu partout dans le monde de sortir du charbon, notamment du Maroc à travers ses engagements suite à la convention de COP21, et puis un engagement volontaire du Maroc, effectivement, à sortir du charbon à l'horizon 2045, mais même un peu plus avant. Donc il fallait prendre des décisions pour pouvoir passer petit à petit et doucement de la configuration actuelle dans laquelle le charbon prend une part importante de plus de 60%, à une nouvelle dimension, une nouvelle configuration dans laquelle le gaz naturel va prendre le relais. Sur la composition énergétique et principalement sur l'énergie électrique aujourd'hui au Maroc, on a une partie aux alentours de 10% de notre production qui est faite à partir du gaz naturel, notamment sur les deux stations de Dahdart et puis Ain Bin Matar. En fait, ils sont alimentés aujourd'hui par le gazoduc Maghreb-Europe qui avant il transportait le gaz algérien vers l'Espagne, mais aujourd'hui, vu le blocage, effectivement, on a fait un sens inverse, c'est-à-dire le Maroc importe du gaz naturel à partir d'Espagne, qui est un gaz liquéfié, qui va être regasifié sur les ports espagnols pour être échangé au Maroc. Donc aujourd'hui, on importe... Il faut aussi préciser que l'Espagne a beaucoup investi dans la regasification, voilà. C'est-à-dire du gaz liquéfié. Tout à fait, parce qu'on a importé le gaz liquéfié qui est plus facilement transportable via la mer. Et puis il fallait le repasser en phase liquide pour qu'il soit exploitable au niveau des centrales électriques. Donc aujourd'hui, le Maroc, il importe son gaz naturel aux alentours de 10% pour sa production électrique aujourd'hui, pour les deux centrales de Dahdart et Ain Bin Matar. Mais aujourd'hui, les prévisions montrent que les derniers chiffres de la NRE de la 2025, on a une consommation électrique qui progresse de 7%, ce qui est très important pour une consommation électrique annuelle. Donc on aura besoin de plus en plus d'électricité. Et là, le Maroc, en 2025, a lancé plusieurs chantiers à la fois pour pouvoir passer progressivement de la configuration actuelle, comme je dis, vers une configuration de gaz, notamment à travers 3 appels d'offres qui ont été lancés par l'ONU, à savoir l'installation d'une centrale à gaz naturel au niveau des 3 centrales, une à Mohammedia, une à Kénétra, et puis une également au barrage de l'Ouahda, dans laquelle déjà 2 stations aujourd'hui, 2 centrales sont en train d'alimenter d'une
d'une capacité de 900 MWh qui sont prévus dans 2 ans. Et les travaux sont en cours. Et sur la composition future, sur Nador, et je pense que c'était une composition également qui n'a pas été communiquée, mais sur le plan production d'énergie électrique, on parle d'une nouvelle centrale à Nador, qui va être centrale électrique à Nador aux alentours de capacité 600 MWh, qui va être alimentée directement à travers le port de Nador-Westmed. Mais là, les appels d'offres sont en cours. Tout cela, aujourd'hui, le Maroc consomme aux alentours de 1 milliard de mètres cubes, 960 millions de mètres cubes de gaz naturel aujourd'hui qui sont majoritairement importés. On attend le démarrage du champ de Tendrara qui devra fournir 100 millions, mais ça, ce n'est pas une production énorme, avec une possibilité de monter à 400 millions de mètres cubes au niveau de Tendrara, mais ça reste faible par rapport à notre consommation aujourd'hui qui est de 1 milliard. Donc on a encore besoin du gaz naturel. Les projections, c'est que à l'horizon 2030, on aura besoin aux alentours de 4 à 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel donc, à importer. Et là, effectivement, le choix s'est posé sur le port de Nador-Westmed, avec 2 appels d'offres qui ont été lancés par le ministère de l'Énergie au 5 décembre 2025. Un pour... internationaux, des appels à concurrence internationaux. Tout à fait. Après une phase de l'appel manifestation d'intérêt, dans laquelle certains investisseurs ont manifesté leur intérêt. Puis là, on va cerner un peu plus l'appel d'offres. Donc là, pour une réponse fin février prochain, avec 2 composantes essentielles. La première composante, c'est une station flottante, ce qu'on appelle une station flottante de gazification du GNL. Ça pourrait être une phase transitoire vers une phase dans laquelle, effectivement, on aura une station fixe au niveau du port de Nador-Westmed. Deuxième composante, c'est juste le chiffre qui a été annoncé sur l'appel d'offres, si on parle d'un budget de 260 millions de dollars. C'est très important pour la partie station flottante. Et puis, deuxième composante, c'est le gazoduc qui devra ramener ce gaz de Nador vers le gazoduc GME Maghreb-Europe. Et puis, la deuxième phase qui va amener du gazoduc Maghreb-Europe vers la ville de Mohammedia, passant par Kénétra. Il a le pipeline, lui, qui estime aux alentours de 650 millions de dollars. Donc, c'est sur les 2 composantes, la station flottante de Nador et puis le gazoduc, on parle d'un budget aux alentours de 900 millions de dollars. Mais qui va changer littéralement la composition du mix énergétique marocain à terme, d'autant plus que le GNL est souvent présenté comme une source d'énergie de transition, enfin une source d'énergie de transition. Tout à fait, parce qu'en attendant de tout passer sur la partie renouvelable, effectivement, il nous faut une phase transitoire. Et le gaz naturel aujourd'hui offre cette possibilité, effectivement. Il est moins polluant que les autres sources. Le charbon, déjà. Le charbon, qui est quand même le plus nocif. Et puis, elle va offrir une multitude de sources d'énergie pour le Maroc qui, après, pourra faire son arbitrage sur le choix idoine pour sa sécurité et sa souveraineté énergétique. Donc, nous avons parlé donc des premiers aspects importants, mais on va dire que l'aspect fondamental, et ça a été rappelé hier dans cette réunion présidée par le souverain, c'est l'aspect de l'humain. Et je me tourne vers Tariq Khardim pour compléter un peu ce panorama autour de Nador-Westmed. Comment Nador-Westmed peut changer le destin économique de l'Oriental ? Tout à fait. Donc, Mme Ehsan, aujourd'hui, vous savez que l'Oriental, aujourd'hui, comment le port va transformer la région de l'Oriental. Vous savez que pour la région de l'Oriental, il ne participe qu'à hauteur de 5% dans le PIB national, avec un taux de chômage très élevé. Selon les statistiques du HCP, on parle de pratiquement 20% du chômage au niveau de l'Oriental. Donc, l'économie productive de l'Oriental se base essentiellement sur le secteur tertiaire. On parle d'à peu près, sa participation dans l'économie de l'Oriental a nettement baissé. Vous savez pourquoi ? Parce que pour les blocages que vous connaissez tous avec les frontières maroco-algériennes. Donc aujourd'hui, le port n'est pas seulement fait... La fermeture unilatérale surtout, des frontières par l'Algérie. Oui, bien entendu. Juste précision. Oui, bien entendu. Donc en fait, le port, il ne relève plus d'une logique en fait, de port enclave, mais il va
créer un nexus port-territoire. C'est-à-dire on parle d'un nexus port-territoire qui va complètement transformer en fait, l'économie productive de l'oriental et va créer des effets d'entraînement sur l'économie de l'emploi. Sa Majesté, que l'assiste, l'a rappelé dans la réunion d'hier, en disant que justement il faut miser sur, il faut tout un programme de mise à niveau territorial. C'est-à-dire si on est en train d'intensifier le facteur capital, on va verticalement intensifier également le facteur travail. Donc tout un programme de formation pour accompagner les nouveaux métiers du Maroc. On parle des métiers mondiaux du Maroc. Aujourd'hui, on peut même parler des nouveaux métiers réservés à la région de l'Oriental. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette articulation port, énergie, industrie, territoire, elle va participer à la mise en œuvre de tout un programme de formation pour la région dans justement les métiers de l'énergie, les métiers de transformation, essentiellement des métiers d'industrie nouvelle, la nouvelle industrie, et bien entendu les métiers se rapportant à ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies transformées. Là, la question de la logistique aujourd'hui, les métiers qui sont liés à la logistique internationale, le transit international, ce sont des métiers aujourd'hui très prometteurs dans les secteurs. Vous savez que même aujourd'hui le port, il n'a pas vocation seulement de créer un effet de compétitivité par rapport au port de la Méditerranée, mais il va participer également à doubler, voire à tripler dans les quelques années à venir le PIB de la région, produit intérieur brut de la région de l'Oriental. C'est important quand même. Une région qui était considérée quand même très agricole est en train d'opérer littéralement un shift de son économie vers plus d'industriel, plus de logistique, plus de valeur ajoutée pour le coup et d'emplois plus qualifiés. Est-ce que cela va réellement profiter aux jeunes de la région? Vous savez, aujourd'hui, entre 2004 et 2014, la population, le taux d'accroissement de la population a diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2014, il y a une prise de conscience de l'intérêt de ce port. C'est-à-dire que ça commence à se ressentir. Oui. Et donc, éventuellement, l'impact serait très important. Vous savez, une bonne partie des régions, des jeunes de la région de l'Oriental viennent travailler dans les pôles essentiels Tanger et Casablanca. Mais aujourd'hui, avec ce port de Tanger, il va transformer complètement la manière de penser en fait cette région-là. Et vous avez parlé de la base économique de la région, en faisant référence à la base productive, c'est-à-dire l'agriculture, le pôle de Berkane, l'industrie, le commerce, le pôle de Ahfer, il ne faut pas l'oublier également, et le port, et puis le pôle tourisme aujourd'hui, le tourisme balnéaire. Au contraire, je pense que le port va permettre de créer des effets d'entraînement très importants dans la région. Et si on parle aujourd'hui de 3 fois plus le PIB régional qui va se créer grâce à une activité importante autour du port, et va permettre également de drainer un investissement en faveur justement d'un investissement de la base tertiaire également dans tout le territoire avoisinant le port. Et ceci va avoir des impacts très positifs sur la manière de penser même ce territoire-là, qui est resté en fait en marge des politiques territoriales au niveau national. Alors, si on devait parler, donc bien sûr, le facteur humain est central, Simed Jelloun, d'après les benchmarks internationaux, combien d'emplois peut générer un port industriel de cette taille? Ben écoutez, d'abord, quand on parle pas uniquement du port, parce que le port est un outil. Donc, je dis port industriel, voilà. Donc il faut raisonner le complexe portuaire, notamment avec la partie industrielle, la partie logistique, qui, elle, est créatrice d'emplois, et créatrice de valeur ajoutée, créatrice de richesse. Donc aujourd'hui, nous espérons, en tout cas, nous prévoyons que le port, que l'écosystème crée à très court terme entre 14 et 15 000 emplois de démarrage direct. Ce chiffre-là doit normalement atteindre 50 000 emplois à l'horizon de 2035, direct, auquel il faudrait ajouter à peu près 80 à 90 000 emplois indirects. Bien évidemment, ça en parlant de l'environnement proche du port. L'impact n'est pas uniquement au niveau du port et de sa zone d'activité, de sa zone industrielle. Comme ça a été expliqué, il y a un effet d'entraînement de ce port-là pour l'ensemble de la région de l'Oriental, avec une accélération de la redynamisation
de toutes les zones d'activité ou les zones industrielles ou les zones agricoles, que ce soit à Oujda, que ce soit à Berkane, que ce soit à Silwan, que ce soit à Zayo, à Driouich, à Al-Husseima, voire même une zone d'influence qu'on appelle la zone d'influence qui est beaucoup plus large et qui peut arriver, pas qui peut arriver, qui arrive jusqu'à Taza, Fès et Meknès. Parce qu'il faut imaginer qu'avec les infrastructures qui accompagnent le projet, Fès deviendrait à 2h15 du quai, du port. On parle d'autoroute. Bien sûr, avec de l'autoroute. Donc aujourd'hui, l'écosystème dont on parle, l'impact ou l'effet d'entraînement, l'effet positif, l'effet de création d'emplois sur disons sur le périmètre proche, il serait à peu près de 100 ou 140 000 emplois, mais il faudrait le voir au niveau national et au niveau de la zone d'influence large ou élargie du projet. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce projet-là, vous savez, c'est pas je dis, on ne va pas faire des choses didactiques, mais quand on essaie de voir, on voit que Casablanca s'est développé autour de son port. Oui. Quand on voit, il suffit de voir une image satellite pour voir que c'est des demi-cercles autour du port de Casablanca qui s'est développé. Aujourd'hui, Tanger, là, le pôle Tanger-Tétouan, elle a pris beaucoup d'importance autour du développement du projet de Tanger-Med. Et c'est ce que nous essayons aussi, nous visons, c'est de créer un pôle, un grand pôle de développement industriel et économique et social autour de ce nouveau port de Nador Ouest Med qui regrouperait, comme j'ai dit, la région de l'oriental, mais aussi la région une bonne partie de la région du centre du pays. Alors, vous avez parlé de ces industries. Est-ce qu'il y a des industries qui sont ciblées et qui peuvent peut-être différer de Tanger-Med, des industries qui gravitent autour de cette installation portuaire, avec la présence de stockage d'hydrocarbures, ce soit le gaz ou autre? Est-ce que ça va attirer davantage d'investissements, d'industries qui soient liées à ces industries extractives? Vous savez, il y a déjà ce qu'on appelle les métiers du monde du Maroc. Oui. Le Maroc, il est très bien positionné dans un certain nombre de secteurs. Et ces secteurs-là, c'est ce qui nous visons, notamment au niveau de la zone du port, du complexe Nador Ouest Med, qui sont principalement toutes les industries liées aux énergies renouvelables, tout ce qui est destiné à l'industrie automobile ou à l'industrie mécanique, oui, et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, notamment, ou en tout cas aux industries liées aux nouvelles technologies. Ils peuvent être dans la chaîne, pas forcément en bout de chaîne, mais ils peuvent être au niveau de la chaîne. Donc aujourd'hui, je pense que tout à l'heure on a parlé du gaz, il n'y a pas que la production électrique qui est visée à travers ça, parce que sinon on pourrait mal expliquer comment on passe de moins d'1 milliard à 5 milliards en l'espace de 5 ou 6 ans. Mais aujourd'hui, le gaz doit être une énergie de substitution au niveau des fuels, au niveau des autres carburants utilisés notamment par les industriels, oui, et particulièrement pour se préparer à toutes les nouvelles contraintes environnementales et d'émanation de carbone et de ceci et de cela. Et les normes européennes, c'est ce que je voulais signifier, oui, pour que l'industrie exportatrice marocaine reste conforme et reste, disons, dans les normes et en respectant les normes et les nouvelles exigences et les nouvelles spécifications au niveau mondial. Il y a un autre avantage compétitif qu'on peut vendre aux investisseurs. Ça, c'est ce qu'il faudrait principalement préciser. Et bien évidemment, il y a une troisième utilisation de ce GNL qui est aussi une composante fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, même le soûtage des navires, si le Maroc veut garder, disons, sa place en tant que destination des grands navires, ben, il y a aujourd'hui des services qu'il faudrait compléter. Le soûtage qui était aux hydrocarbures ou était au gaz, au fuel lourd et autres. Aujourd'hui, les navires se sont de plus en plus, disons, en énergie relativement plus propre en GNL. Et il y a aussi la composante soûtage ou bunkering, ce qu'on appelle pour les grands navires qui toucheraient le Maroc et qui toucheraient la région du port de Nador Ouest Med particulièrement. Est-ce que ce terminal donne au Maroc, la Bouasserine, un pouvoir de négociation sur les marchés internationaux du gaz?
Oui, bien sûr. Pas seulement du gaz, mais également sur toute la partie hydrocarbures. Pour vous donner une idée, on a en Europe, on a la plateforme ARA qui est envers Rotterdam et Amsterdam, qui s'accapare la part du lion sur le commerce mondial des hydrocarbures en général. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sans en produire. Hein. Sans en produire, c'est ça. On entend dire que Rotterdam, c'est le principal, alors qu'ils ne sont pas des producteurs non plus. C'est ça fait 100 ans qu'ils ont compris ça. Ils ont construit une base de transbordement, de commerce des produits énergétiques, qui sont amenés soit du mer du Nord, soit de la Russie, soit de l'Europe, soit du Moyen-Orient, soit des États-Unis. Puis là, ils font du transbordement à tel point qu'ils traitent aux alentours de 200 millions de tonnes par an, sur uniquement 200 000 millions de tonnes par an, entre la partie brute et la partie raffinée. Et je pense que le Maroc, et encore, il y a de la demande supplémentaire sur ça. La dernière crise sur le Venezuela, juste pour comparer, on a beaucoup de bateaux qui étaient en rade, parce qu'il y avait la partie sanctions, à tel point qu'on les principaux traders mondiaux cherchaient des plateformes pour le stockage de leurs produits. Et je pense que le Maroc, à travers le hub de Tanger, de Nador Westmed, peut offrir effectivement une possibilité pour le commerce mondial des hydrocarbures qui transitent du Moyen-Orient vers l'Europe ou vers les États-Unis. On parle de quel gaz, justement? Non, pas des hydrocarbures tout d'abord. Les hydrocarbures, voilà. Le pétrole, du Moyen-Orient le pétrole raffiné, le gasoil, le super, ça c'est pour une première composante dans laquelle on a parlé tout à l'heure d'une capacité de stockage, de traitement de 25 millions de tonnes annuellement. Et puis une capacité de stockage peut-être qui va venir après. Rien que Rotterdam a une capacité de 5 millions de mètres cubes de stockage. Je ne pense pas si je ai les chiffres pour la partie stockage des hydrocarbures. Mais là, effectivement, puisqu'on a cette taille, on peut concurrencer les ports similaires, que ce soit Anvers, que ce soit Marseille sur la partie méditerranée, que ce soit en Italie, Augusta, que ce soit un peu plus à l'est sur le Malte également. On a des plateformes de stockage assez importantes. Mais pour la partie stockage gaz, non, il n'est pas prévu de la partie stockage gaz, à part pour la partie consommation marocaine. Effectivement, il faut s'attendre à ce que la partie unité flottante qui va être installée, il va comprendre une partie stockage, mais qui n'est pas très importante. Ça va être principalement du transit, soit des bateaux vers le gazoduc national marocain. Donc il n'y a pas de partie de stockage proprement dite sur le GNL au niveau de Nador Westmed. Et du point de vue d'un opérateur énergétique, qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un hub? Est-ce que c'est la capacité de stockage? Est-ce que c'est la régulation? Est-ce que c'est la stabilité politique, tout simplement? L'ensemble de tout ça. C'est tous les facteurs stabilité politique, l'offre logistique, et puis également, et je pense que ça c'est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, on offre des profondeurs par rapport aux bateaux, gros bateaux, aux alentours de 20 mètres à peu près, sur la profondeur d'autres 18 et 20 mètres, ce qui permet au port de recevoir des grosses cargaisons. Et puis l'intérêt, c'est qu'on se trouve sur une route maritime qui est très dynamique, que ce soit comme j'ai dit, du Moyen-Orient vers l'Europe ou du Moyen-Orient vers les États-Unis. Et effectivement, ça peut constituer effectivement une plateforme de stockage temporaire pour les gros traders mondiaux qui cherchent des opportunités pour pouvoir stocker. Parce que le trader, parfois, comme il fait du trading, donc il a des périodes, effectivement, il a des possibilités d'achat quand les cours sont bas, et puis en attendant que les cours remontent pour pouvoir les revendre. Et là, je pense que ça peut offrir une plateforme assez intéressante pour ce genre d'opérateurs à l'échelle planétaire. Mais ce geste est loin d'être anodin. Vous aviez évoqué tout à l'heure Tal Khartim, c'est-à-dire le fait que ce soit le souverain en personne qui préside cette réunion pour faire le point d'abord sur l'avancement de ce projet et puis sur ce message d'insister sur le facteur humain. Comment mieux accompagner l'inclusion des jeunes de cette région dans cette belle dynamique industrielle? Oui, alors là, effectivement, c'est une question très importante qui va droit au but, au rôle des politiques publiques aujourd'hui qui doivent accompagner en amont toute la dynamique qui va être engendrée par le port. Aujourd'hui, pour accompagner cette politique, nous avons besoin d'abord d'une politique territoire très, très efficace, très claire, qui permet de dire voilà, comment on va organiser tous les métiers autour du port, oui, mais également comment on va former les jeunes aujourd'hui pour ces métiers-là qui vont pas seulement de l'ingénierie, mais également de l'économie. Nous avons besoin des spécialistes
en économie de l'énergie, nous avons des spécialistes en économie de la construction, des spécialistes en logistique. Donc en fait, et puis ceux qui travaillent sur l'évaluation des ports, les spécialistes en port également, dans l'économie portuaire, c'est toute une science autour du port. Donc nous avons besoin en fait à la fois dans cette économie productive d'accompagner ces jeunes-là, mais également la recherche est très fondamentale. Sa Majesté d'ailleurs a insisté également sur la question des disparités spatiales. Ces disparités ils doivent aussi être prises en compte, même dans le volet humain, c'est-à-dire le volet transformation productive par la formation et la recherche. Et également, tout au long du processus également, tous ceux qui travaillent autour du port, on parle du hub industriel qui va se mettre en place à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du port et autour du port, et tout le complexe qui va également engendrer un effet d'entraînement, mais également en fait un effet d'entraînement également sur les infrastructures terrestres qu'on va mettre en place. Vous savez, la région du Nador et la Serte étaient très avantageuses dans la région, puisqu'il y a déjà pas mal d'infrastructures de base qui ont été mises en place autour bien sûr de la ville, mais également on doit aussi transformer l'économie sociale de la ville de manière à drainer assez d'investissements pour le commerce de la ville. C'est-à-dire favoriser également la création des emplois par la ville, c'est-à-dire et autour des territoires avoisinant la ville. C'est-à-dire comme exactement ce qui s'est passé pour le port de Tangemed, on va aller vers une infrastructure ferroviaire également pour renforcer la connectivité, les deux pôles FES et avec le port, mais également le port avec Oujda. C'est-à-dire que Oujda doit aussi être et doit aussi faire partie de cette dynamique engendrée par la création du port. En parlant de la valeur ajoutée, aujourd'hui, si on se réfère à la valeur ajoutée marchande tirée par l'économie de la région, oui. Aujourd'hui, elle reste encore très faible. Mais on parle aujourd'hui on ne dépasse pas en fait. Vous savez le nombre d'entreprises créées dans la région, tout type confondu, on est aux alentours de 10 000 entreprises. C'est très peu par rapport à tout le système, à tout le tissu économique entrepreneurial créé dans les autres régions. Elle reste pratiquement dans les dernières régions où on ne crée pas assez d'entreprises. Donc en fait, la dynamique en fait, il doit être aussi pensée au niveau vertical, c'est-à-dire comment en fait favoriser des politiques publiques favorisant en fait l'amélioration du tissu entrepreneurial, autour de ces métiers-là, de manière à créer assez d'entreprises autour de cette région-là, parce que elle a encore beaucoup de potentiel qui ne sont pas encore mis en valeur. Et je pense vraiment, je suis convaincu que le port va drainer d'abord, et va créer cet effet de connectivité avec les autres pôles, Fès, Tanger et Oujda. C'est très important. Oui. Et puis également, dès que nous aurons les premiers impacts qui vont arriver dans les 5 premières années et puis par la suite dans les 10 prochaines années, connecter également le port avec les chaînes de valeur mondiale. Aujourd'hui, le Maroc commence à se positionner dans certains métiers, mais je pense que le port doit ouvrir de nouvelles brèches vers d'autres métiers, vers d'autres investissements qui vont permettre en fait au Maroc d'arriver en fait à se positionner au moins dans certaines chaînes de valeur régionales dans la Méditerranée. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment dans l'innovation. Et là, on crée de la valeur. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est aussi d'atteindre des taux d'intégration aussi réussis que celui, par exemple, qu'on a atteint à Tangemed ou encore dans la zone industrielle de Knetra. C'est-à-dire à savoir des entreprises marocaines qui puissent se pluguer, si je peux me permettre l'expression, à de géants de l'industrie internationale pour pouvoir aussi produire local, made in Morocco, par des Marocains
bien sûr, pas seulement dans les usines, mais avec des capitaux marocains aussi. Je pense que le port, il doit créer un effet justement s'intéresser en fait les investisseurs pour apporter des capitaux également étrangers, parce que on en a besoin aussi. Oui, on en a besoin, naturellement. C'est l'ouverture aussi du Maroc qui fait que il y a cet attrait des investisseurs internationaux vers le Maroc. Exactement. Mais le point aussi que je souhaiterais soulever avec vous, pourquoi je parle de taux d'intégration, qu'est-ce qui ferait qu'un jeune s'intéresserait à s'engager un peu dans cette dynamique, un jeune de la région, selon vous qui connaissez bien les territoires? Très rapidement, sur le taux de participation des chaînes de valeur au Maroc, ça reste, dans la Méditerranée, elle reste, je pense, le 3e ou le 4e. Je pense qu'on pourrait par rapport au pourtour méditerranéen, je pense qu'on pourrait faire davantage d'efforts pour arriver parmi les 3 premiers, sinon le 2e. Pour les jeunes, effectivement, d'abord, il y a des jeunes qui se sont investis de l'intérêt, de s'intéresser à leur région. Et je pense que c'est le point fondamental pour attirer davantage de jeunes d'aller travailler dans ces métiers-là. C'est d'abord de favoriser en fait des politiques d'innovation et de recherche de la part de l'État qui permettent en fait de jeunes d'aller s'investir dans ces métiers-là. C'est des formations à la recherche qui sont aussi financées. Et je pense que c'est là où il y aurait, en espérant qu'il y aurait justement le lien entre la création de ces entreprises autour de ces métiers-là avec l'implication des jeunes dans les nouveaux métiers autour de l'industrie, de l'énergie, parce qu'on a besoin en fait effectivement du capital humain qualifié autour de ces projets-là. Ça de 1, de 2, je pense que pour faire impliquer les jeunes davantage dans des formations à courte et moyenne durée, terme, c'est également au-delà des politiques publiques, c'est davantage en fait de transparence dans comment en fait on voit le port, c'est-à-dire toute la communication autour du port, toute la communication autour de cette région-là qui mérite en fait davantage qu'elle soit mise en valeur devant le public marocain, devant la population, et puis la diaspora également, qui également pourrait être un levier pour accompagner ces investissements. Je pense une diaspora très importante qui peut également apporter à la fois du capital, mais également son expertise. On en voit dans les pays du Nord, dans la Méditerranée du Nord, de manière en fait à ce qu'elle participe à cette dynamique-là. Mais pour faire tout ça, nous avons besoin effectivement d'une politique territoriale très claire qui permet en fait d'expliquer, même à la diaspora, comment elle peut s'impliquer dans ce projet. Exactement, et il y a aussi le rôle des collectivités territoriales, c'est-à-dire ça doit aussi se jouer au niveau des territoires. Alors, sur le calendrier, M. Benjeloun et les avancées du chantier, c'était ma première question, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc les infrastructures de base sont terminées, les concessions ont été déjà signées avec les opérateurs internationaux, vous pouvez nous inciter quelques noms? Effectivement, au terme, aujourd'hui, nous sommes dans la phase pré-opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des superstructures qu'il faut finaliser, qu'il y a des équipements qu'il faut mettre en place, il y a des ajustements qu'il faut faire, et bien, pour que le port, comme je l'ai dit, qu'il rentre dans sa phase opérationnelle à partir du 4e trimestre de cette année. Bien évidemment, cette mise en service va être progressive, puisqu'on démarre avec les conteneurs, et juste après, il y a aussi toute la partie énergétique qui viendrait à partir du début de l'année, il y a la partie marchandise et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'infrastructure de base, elle est là, totalement. Nous sommes en train de faire des extensions déjà pour le projet qui n'était pas prévu initialement pour augmenter la capacité du port. Et je pense que parallèlement, il y a toute la partie industrielle qui doit être mise en service. Il y a toute la partie hors site des connectivités, que ce soit l'autoroute, le chemin de fer dont vous avez parlé. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'autoroute en parlant de la connectivité de Fès. Il n'y a pas que ça. J'ai pris Fès parce qu'il était le plus loin, juste pour donner un exemple. Mais il y a aussi le renforcement de la liaison entre le port et le Hoceima. Il y a le renforcement du port avec la région de Oujda. Il y a un ensemble de projets de mise à niveau de l'infrastructure de connexion au niveau régional. Donc, moi, j'ai pris l'exemple de Fès parce que c'est le plus loin, pour dire que le plus loin serait à 2 heures. Mais il n'est pas l'unique.
Maintenant, si vous permettez, je vais un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit, comment on peut faire pour attirer les jeunes. Oui, c'est pour attirer des jeunes, au lieu qu'ils pensent à aller en face, disons-le, aller en Europe, parce que vous avez parlé de cette diaspora, et bien qui restent et qui participent et qui se sentent aussi comme acteurs de ce changement de leur région. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a trois choses. Oui. Il y a des opportunités, un cadre de vie et des perspectives. Qu'est-ce que vous leur offrez aujourd'hui? Dans quel cadre? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut remettre ça avec les orientations ou les instructions que Sa Majesté a bien voulu donner à la fin de cette réunion. C'est la formation, les jeunes, leur insertion dans leur employabilité, parce que ça c'est un terme très, très important, le cadre de vie, quand on parle de la mise à niveau urbanistique et de ceci, pour donner un cadre de vie, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les industriels qui viendraient s'installer, parce qu'on ne peut pas imaginer d'attirer des grands industriels, ça veut dire la haute technologie, des ingénieurs, des techniciens, des responsables de ceci, alors qu'ils ne sont pas dans un environnement qui permet de garantir un cadre de vie pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants et ainsi de suite. Donc c'est un tout. Et quand on parle aussi de ça pour ces jeunes-là, on leur donne de l'opportunité, on les forme, on leur donne un cadre de vie exact et on leur donne des perspectives à travers les recherches, les développements, à travers qu'est-ce qu'ils peuvent devenir demain. Ce n'est pas du statique, ce n'est pas des emplois uniquement de main-d'œuvre, mais c'est des emplois de technique, c'est des emplois évolutifs, c'est des emplois qui permettent d'accompagner l'évolution industrielle du Maroc. Donc on n'est pas à un stade. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être prendre 2 ou 3 phrases des instructions qui ont été données et les regrouper pour voir que c'est inclus. Quand on parle aujourd'hui de la formation et quand on parle d'un point qui dit prendre toutes les mesures multidirectionnelles ou multidimensionnelles pour assurer le développement du projet, ce n'est pas uniquement un développement infrastructurel, ce n'est pas uniquement ajouter un quai, ce n'est pas uniquement ajouter une grue. C'est une dimension de développement et de passer avec le Maroc d'une industrialisation à une industrialisation encore plus élevée, d'une technologie à une technologie encore plus élevée, d'attirer un certain nombre d'investisseurs, faire des investisseurs encore plus mondiaux et plus grands et plus globaux. Donc ce que vous dites, c'est que, en fait, puisque c'est multidimensionnel, plusieurs acteurs sont impliqués. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail de l'agence. Ce n'est pas l'agence. L'agence n'est qu'un bras d'exécution de l'État. C'est une vision globale, c'est une politique globale qui regroupe l'aménagement territoire, qui regroupe l'infrastructure, qui regroupe les équipements, qui regroupe les énergies, qui regroupe le transport, qui regroupe le logement. Aujourd'hui, on parle de créer 50 000 emplois directs plus. Ben, tous ces emplois-là, ça veut dire des familles, ça veut dire des logements ont besoin, ça veut dire des infrastructures sociales ont besoin, des écoles, des hôpitaux, des centres de loisirs. Donc on ne peut pas prendre un projet de cette dimension de développement territorial et le limiter uniquement à l'aspect infrastructure ou à l'aspect X ou à l'aspect Y. Oui, il faut qu'il y ait aussi une mobilisation générale de tous ces acteurs-là et je pense que les instructions ont été assez claires. Été très claires dans ce domaine. Absolument. Je vais terminer avec une question à vous tous, messieurs, autour de cette table. Si vous deviez résumer Nador West Med en une phrase stratégique, ce serait laquelle, Arbi Wassri? C'est une grande opportunité de développement pour la région, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, les 2 ports de Tanger Med et de Nador West Med, c'est une opportunité pour désenclaver, pour amorcer une dynamique régionale pour 2 régions, historiquement, qui ont été considérées comme sous-développées par rapport à d'autres régions du Maroc. Donc pour la région d'Otanger, l'exemple a été épatant avec le projet d'Otanger Med, qui a su construire tout autour de la ville et de la région, effectivement, des pôles industriels et de développement très importants. Moi, je suis très sûr et très confiant qu'au niveau de l'Est également, à travers le port de Nador West Med, on verra la même dynamique qui a été vue et vécue au niveau d'Otanger. Il sera vécu, Inch'Allah, au niveau de l'Est avec ce projet de Nador West Med. Je vous poserai la même question, Tariq. Oui. En une Alors, phrase pour moi, je trouve que c'est un tournant aujourd'hui pour transformer le territoire de l'Oriental.
C'est donner voie pour transformer également, même à long terme, la Méditerranée, pour penser une nouvelle Méditerranée, porteuse d'une nouvelle richesse en matière de contribution au développement également du Maroc. Également, c'est une transformation importante pour les 20 prochaines années pour le Maroc, du Rif et de l'Oriental. Exact. Opportunité pour Ouassrine et vous, c'est cette question qui est importante, c'est-à-dire un rayonnement aussi davantage Exactement. Dans cette région de la Méditerranée. Je clôturerai par le directeur général de Nador Ouest Med en une phrase stratégique. Écoutez, pour moi, Nador Ouest Med, c'est la continuité de la mise en œuvre d'une stratégie et d'une vision claire, long terme, qui permet de renforcer, qui a deux missions, renforcer, ou disons deux objectifs, renforcer le rôle du Maroc et asseoir sa position en tant que puissance économique et politique et portuaire au niveau de la Méditerranée occidentale, mais aussi qui permet une équité et un équilibre du développement territorial, parce qu'il s'inscrit dans cette vision aussi d'un développement territorial équilibré et avec une équité maximale au niveau national. Et au profit de cette population qui avoisine les 2,5 millions de personnes donc, dans cette région de l'Oriental. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes invités ce soir. D'abord en la personne du directeur général de Nador Ouest Med, Mohamed Jamal Benjelloun. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci Labé Ouassrine. Merci Khadija. Merci Tariq Hakim. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.